Faubert, ça fait un bail qu'on s'est vu, Normand. D'abord, juste avant qu'on aille plus loin, merci d'être là. Comment tu vas? Ben écoute, ça va super bien, honnêtement. Là, moi, le confinement, ça me déracine pas trop de mon environnement habituel. Je suis en arrêt de travail, donc je travaille beaucoup de la maison. Mais ça va super bien, honnêtement. Là, pleine forme, la tête remplie de projets. Génial. Puis je te vois assis sur ce qui m'apparaît être une belle chaise de gamer. Ce que j'entends, c'est que tu es en train de jouer justement avec un ensemble de projets, toi, là. Oh, oui, tout à fait. Je suis beaucoup dans la création, dans la compréhension d'un paquet de nouveaux aspects au niveau électronique, des plateformes. Je fais beaucoup de e-learning. Fait que mon cerveau se met à on tôt le matin puis il se met à off tard le soir. C'est bon, ça. C'est la représentation même que finalement, avec l'âge, on peut continuer à apprendre, puis s'actualiser, puis avoir du plaisir. Oui, tout à fait. Non, c'est ça. Ça, c'est vrai. Puis c'est drôle que je te parle de création parce que j'ai tout le temps pensé que j'avais pas ça, moi, cette ressource-là de création. Puis je me rends compte que, tu sais, quand je suis passionné et que je travaille dans quelque chose que j'aime, écoute, je me crée pareil comme si tu mettrais un enfant devant un Xbox. Là. Tu peux plus le débarquer, tu sais. Ah, j'entends bien ça. Ouais, je suis dans cette Normand, énergie-là. je trouve ça le fun que tu sois dans cette énergie-là. Puis honnêtement, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On s'est jasé quelques minutes avant d'entrer en ondes, entre guillemets, mais ça fait un bail qu'on ne s'est pas croisé. J'ai fait l'atelier, le séminaire Nos Racines avec les hommes de cœur, mouvement avec lequel tu es engagé depuis longtemps, avec mon bon ami Robert Giroir, avec lequel j'ai déjà eu une conversation courageusement humaine. Ce qui m'amène vers toi aujourd'hui, j'ai envie de parler de colère. Pour moi, la colère, c'est comme je l'appelle la mal-aimée. Tu sais. C'est comme si vivre de la colère ou être en colère, puis on choisira l'expression adéquate tantôt, c'est comme si c'était malsain ou c'était mal dans notre environnement. Puis juste avant de t'entendre sur la colère, j'aimerais ça comprendre comment un gars comme toi a abouti à avoir fait une spécialisation, entre guillemets, sur la gestion de la colère. Parle-nous de ce cheminement-là, Laurent. Ben, tu sais, Justin, je te dirais que la colère, c'est un domaine où jamais j'aurais pensé travailler. Tu sais, tu sais, je suis en cheminement depuis plusieurs années, puis des ateliers de croissance personnelle de toutes sortes, des formations, tout ça. Puis quand j'ai fait ma formation comme thérapeute en relation d'aide, j'ai commencé à travailler dans ce milieu-là en 2012. Puis en 2014, j'ai été approché par un de mes amis, Roberto Mailly, qui avait créé une association qui s'appelle le SAPACA, qui est un service d'aide pour les personnes ayant des comportements agressants. Lui, étant thérapeute en relation d'aide depuis plusieurs années, m'a demandé, écoute, ça ne te tenterait pas de travailler dans ce milieu-là, tu sais, comme développer avec moi cette association-là, puis je me cherche un thérapeute à Montréal qui pourrait travailler en gestion de l'agressivité, puis tout ça. Puis, écoute, j'ai dit oui, tu sais. J'ai dit, ouais, ouais, écoute, c'est quelque chose qui m'intéresse, sans savoir ce qui se cachait en arrière. Mm-hmm. Sans savoir ce qui se cachait en arrière, tu sais, parce que j'ai été pris à un moment donné à mon propre jeu, là, Mm-hmm. d'aller faire un retour, tu sais, de faire un retour vers moi tu sais, pour moi, c'était comme plus l'élan professionnel de, voici une nouvelle niche dans laquelle je pourrais travailler et développer, tu sais. Mais je me suis fait prendre dans le détour dans un espace où j'ai dû revisiter ma propre colère, puis mon vécu par rapport à la colère, l'agressivité puis la violence, tu sais, pour me rendre compte que je viens d'un milieu violent. Mm-hmm. Tu sais, je viens d'une famille dysfonctionnelle, d'un père alcoolique puis d'une mère
d'une mère qui n'était pas là, qui était soumise, qui était dépendante, elle aussi, de différentes substances. Fait que j'avais des parents absents, tu sais, puis il y avait beaucoup de violence physique, verbale dans ma maison à, à tous les jours, tu sais. Mhm. J'ai vécu là-dedans pendant plusieurs années de ma jeunesse. Fait que, tu sais, j'ai été revisiter ces espaces-là pour faire la paix avec ça, tu sais, pour être capable de travailler en gestion de l'agressivité. Faut que tu sois capable de dealer avec des... Parce qu'on deal avec des gens parfois violents, parfois agressifs. Donc, démystifier tout ça, tu sais. Si je suis pris dans mes affaires, je pourrais pas... Je me suis toujours dit, je pourrais pas aider les autres, tu sais. Mhm. Puis, j'ai retenu une phrase un jour que Colette Portelance a dit. Colette Portelance étant la créatrice de l'approche non directive créatrice. Colette a dit tu ne pourras jamais amener tes clients où ce que toi, tu n'es pas allé. Moi, ça m'avait tellement frappé que j'ai compris le sens du pourquoi que je travaillais aujourd'hui en gestion de l'agressivité. Tu sais. Je dis gestion de l'agressivité parce que ça l'englobe la colère et la violence. Tu sais. Puis je développerai tantôt sur ça si tu veux. Là. Ouais, absolument. Mais ouais. C'est de là que je viens en fin de compte. Tu sais. Ouais. J'ai aimé la métaphore que tu as utilisée en disant j'ai embarqué dans ce projet-là puis je ne savais pas ce qui se cachait derrière. C'est un peu l'analogie à laquelle je pense quand je pense à une émotion comme la colère. Si on sautait dans le bain normand puis qu'on départageait tout de suite, parce que quand tu parles du milieu dans lequel tu as vécu, un père alcoolique, une mère avec une certaine forme de dépendance, une famille dysfonctionnelle, je n'ai pas senti que tu disais ça en étant dans un espace de jugement, mais plus dans un espace de constat. Tu sais, Oui, ça, tout à fait. ça crée quelque chose chez la personne qui vit à l'intérieur de ça. Ça me parle, ça m'interpelle. Si ma mère écoute, il n'y a rien de négatif là-dedans. Je vais juste prendre le temps de le nommer parce que ma mère a pris le contact avec la technologie récemment. Puis effectivement, moi, j'ai vécu des choses particulières. Et une des choses que j'ai mélangées pendant très longtemps, c'est pour moi, dans mon corps d'enfant, dans mon corps de petit gars, je me souviens encore que colère égalait agressivité, qui égalait violence et qui égalait pour moi des dommages physiques, psychologiques, etc. Si tu nous aidais à démystifier ça. Ben, tu sais, je commencerai en te disant, j'ai beaucoup aimé, à un moment donné, tu as dit, je pense que c'est d'entrée de jeu, tu disais cette colère comme mal aimée, là, c'est comme une émotion mal aimée. Tu sais, je me souviens plus des auteurs, mais il y a un livre qui a été écrit là-dessus, qui dit que le titre, c'est la colère, cette émotion mal aimée. Tu sais. La colère, tu sais, je dirais, a été longtemps et est encore aujourd'hui jugée, tu sais, comme une émotion néfaste, négative. Puis effectivement, les gens ont tendance, tu sais, puis c'était un peu le but de ma conférence quand je l'ai faite. Gérer sa colère, c'est possible, tu sais. De récupérer la polarité constructive de l'émotion de la colère pour se créer, tu sais, à partir de ça. Puis démystifier aussi tout ça. Tu sais, moi, j'ai des clients qui viennent dans mon bureau. Ah, moi, je suis impulsif. Ma blonde, ma femme, elle me dit que je suis violent. Mais tu sais, quand je les ramène, c'est comme un étiquette. On se laisse un peu définir comme étant quelqu'un de violent, d'agressif. Alors que souvent, c'est de la colère. Tu sais. Puis j'aime ça, apporter ça dans trois de façon distinctive parce que les trois se distinguent vraiment. Tu sais. Tu sais, puis je prends la colère, mais la colère, c'est une émotion au même titre que la peine puis la joie. Tu sais, c'est comme... je trouve qu'on se prive trop souvent des messages importants que la colère nous donne. Tu sais, si on arrive à gérer notre colère, mais on n'en vient pas à être agressif ou violent. Tu sais. Puis l'agressivité, contrairement à la colère, c'est pas une émotion. L'agressivité, c'est une pulsion. Tu sais, je prends l'exemple de... Je prends tout le temps cet exemple-là avec mes clients. Tu sais, je leur dis...
sais, quand tu arrives, mettons, tu rentres dans la cuisine, puis tu te cognes la petite orteille, là. Qu'est-ce que tu as le goût de faire? Tu as juste le goût de prendre la chaise puis la garrocher subitement au bout de tes bras. Tu sais? Ça, c'est un geste de pulsion, d'agressivité. Tu sais, je prendrais, tu sais, si je ferais un parallèle avec la pulsion sexuelle, comme celle de l'agressivité, euh, la pulsion sexuelle, elle peut être éveillée par des émotions, des sentiments ou des états affectifs. Tu sais. Mhm. Comme le sentiment amoureux, des émotions agréables comme la joie, le plaisir, le désir qui peut éveiller cette pulsion-là. Tu sais, dans le cas de la pulsion d'agressivité, ça peut être éveillé par le sentiment d'être pris au piège, tu sais, la peur de mourir, des émotions désagréables et souffrantes, comme la peine, la culpabilité, tout ça, c'est ces émotions, c'est cette pulsion-là qui est réveillée dans l'agressivité. Tu sais. Mhm. Donc, tu vois le parallèle entre tu sais, je fais le parallèle entre la pulsion sexuelle et la pulsion d'agressivité où je m'en vais. Bien, c'est clair que la violence, ben, c'est comme si tu t'amènes à un autre niveau. Tu sais, tu t'amènes au niveau de là, tu n'as pas été capable de gérer ta colère, tu en es venu à être agressif. Puis souvent, les gens ils vont dire ben, j'ai vu noir. Mhm. Tu vas entendre ça. Ah là, j'ai vu noir. Puis, fait que, tu sais, la violence, c'est une manifestation de la pulsion d'agressivité. C'est la façon que l'agressivité va se manifester à un autre niveau. Mhm. Donc, fait que là, tu sais, on connaît la violence verbale, on connaît la violence, la violence physique, tu sais, mais il y en a d'autres. Il y a la violence sexuelle, il y a la violence financière. Puis là, ben, il y a des. Psychologique. Ouais, c'est ça, psychologique, tout ça, tu sais. Fait que, tu sais, on voit la distinction, tu sais, l'émotion, la pulsion, puis la violence. Donc, je ne sais pas si j'illustre bien. Mhm. Euh, Ce que j'entends finalement, Normand, c'est crime, la colère, c'est un allié. oui, tout à fait. À condition de. Puis, si tu complétais ma phrase, ça serait la colère, c'est un allié, mais à condition de quoi? À condition de l'entendre, à condition de l'identifier. Mhm. Tu sais, la colère, c'est comme quand je te dis la colère, c'est une émotion. Tu sais, si je te parle de la peine, tu sais, c'est observable des fois. La peine, tu vas avoir des larmes, tu vas avoir des. Tu sais, puis la colère, c'est dans la mesure où si tu prends du temps pour. Tu sais, c'est toujours la porte d'entrée, c'est la prise de conscience. Hein. Mhm. Il n'y a pas de recette magique ou de pilule magique que je pourrais te donner, mais c'est comme prendre conscience qu'on est en colère, puis prendre conscience qu'est-ce qui déclenche cette colère-là. Tu sais. Ça se vit dans le corps. Tu sais, la première question, une des premières questions que je pose à mes clients qui viennent me voir en gestion de l'agressivité, c'est, tu sais, je prends 5 clients, mettons, je les place un avant de moi, là, il n'y en a pas un qui va ressentir la colère de la même façon. Mhm. Ça se vit, tu sais, je te dirais, ça se vit vraiment dans le corps. Tu sais, je vais demander, OK, ça se manifeste comment, la colère pour toi? Il y en a qui vont me dire, ben moi, les mâchoires me barrent, je viens que j'ai chaud, les poings me serrent, les narines m'élargissent. C'est des signes physiologiques qui mentent Mhm. pas, ça. Mhm. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe pour toi, là. Ouais. Il y a quelque chose qui se manifeste dans ton corps qui a déclenché ça, là. Fait que, tu sais, c'est une des formes de manifestation, c'est d'écouter sa colère. Tu sais. À Mhm. partir du moment où je l'écoute, j'ai une prise sur ce que je suis en train de vivre. Tu sais. Puis là, ben, je peux passer à l'action, puis tu sais, le moyen, tu sais, on met en place des moyens pour se protéger quand il y en a qui ne sont pas capables, c'est de dire, ben, prends un pas de recul. Tu sais. C'est comme un drapeau jaune, les signes physiologiques. Il y a un drapeau jaune qui lève. Là. Ton signe à toi, c'est les mâchoires. Ben, reste avec ça. Quand tu sens que tes mâchoires se barrent, prends un pas de recul, va-t'en dans le garage, prends une marche, fais juste comme essayer de prendre conscience de ce qui se passe pour toi et ce qui a déclenché ça, pour ne Mhm. pas tomber justement dans une position d'agressivité ou de violence. Ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans mon passé, moi, j'ai vécu la violence de la part de mon environnement dans lequel j'étais, mais j'ai aussi agi de violence.
Violence verbale, violence psychologique. J'ai fait des trous dans les murs. J'ai jamais tapé sur quelqu'un, mais je me suis rendu compte dans mon cheminement que j'avais des signes physiologiques qui s'additionnaient, si je peux dire ça comme ça. Et je me souviens, Normand, de la première prise de conscience que j'avais fait, c'était la respiration. La respiration était courte. Pour réaliser par la suite qu'avant que la respiration soit courte, j'avais une boule dans la gorge. Puis avant que cette boule-là arrive, il y avait des tensions, les mains moites, etc. À t'écouter parler, ce que je réalise, c'est toute l'importance de déposer notre attention sur nous et non pas juste de tourner la caméra vers l'autre, comme on dit en communication non violente. On tourne la caméra vers soi, puis à partir de ce moment-là, on peut cibler les différents signes. Tu semblais dire que c'est différent d'une personne à l'autre. Si on voulait aider quelqu'un qui agit de violence, qui a envie de la colère, et généralement, quand moi, en tout cas, ça m'arrivait, je vivais de la culpabilité, de la honte, après ça, une boucle sans fin. Puis on pourrait parler du cycle de la violence, mais ce n'est pas vraiment l'intention que j'ai aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme truc précis à ces gens-là qui, à un moment donné, n'ont pas entendu la colère, puis ils sont rendus dans des gestes qui sont violents? Des trucs par rapport à, tu veux dire, par rapport à eux-mêmes, Oui. quand ils voient, ouais, ben écoute, tu sais, c'est ça, tu sais, je te parle des signes du corps. Tu sais, on met en place des moyens de protection, tu sais, moi, des mécanismes de protection que je suggère, tu sais. Entre autres, le pas de recul, ce n'est un bon. Tu sais, c'est d'apprendre à désamorcer la crise, d'apprendre à... Tu sais, puis c'est sûr que je marche, tu sais, je marche beaucoup au niveau des observations objectives, tu sais. Tu sais, même, je te dirais, tu sais, ça m'arrive encore. Tu sais, je suis thérapeute en relation d'aide, je travaille en gestion de la colère. Ça n'empêche pas que j'ai des mécanismes de défense, puis que je vais me défendre des fois, puis que je vais lever le ton, puis je vais être en colère, puis tu sais, ma blonde est rendue bonne, est rendue bonne à me montrer, tu sais. Des fois, en relation avec l'autre, on se voit pas aller parce qu'on est déclenché dans nos affaires. Tu sais, la colère, l'agressivité, ça parle de notre souffrance. Tu sais, j'entends souvent du monde, ma blonde assez pesée, c'est bon piton, tu sais. Ouais, OK, assez, mais tu sais, quand les pitons sont allumés, il faudrait que tu saches, toi, que reconnaître il y a des ondes sensibles. Ils sont allumés, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des ondes sensibles. Reconnaître nos ondes sensibles qui sont déclencheurs de colère, c'est important, tu sais. Tu sais, c'est plus difficile pour moi. Je sais qu'à chaque fois que, tu sais, je te donne un exemple. Ma blonde, c'est difficile pour elle, l'ordinateur, puis tout ça. Puis des fois, je peux perdre patience, tu sais. Parce que moi, c'est facile pour moi, puis je nage comme un poisson dans l'eau, mais elle, c'est plus difficile. Fait que de me mettre en position de patience, tu sais. Je sais qu'il faut que, parce que c'est un déclencheur. Fait que on reconnaît toutes les deux que cet espace-là, ça peut nous mettre toutes les deux en colère. Fait que, tu sais, en le sachant que c'est une zone sensible, qu'il faut qu'on en parle, ben, je sais que c'est plus difficile, puis d'être capable de se dire l'un et l'autre. Tu sais, OK, là, je vois que tu lèves le ton. Tu sais, c'est observable. Tu peux pas dire non. Là, je vois que tu as garoché la manette de télévision. C'est bien difficile de me dire non que tu ne l'as pas garoché quand tu l'as garoché. Fait que de montrer à l'autre ce qu'il fait. Puis de juste simplement, parfois, dire ben écoute, je vois que cet espace-là, en ce moment, c'est sensible pour nous deux. Le timing est peut-être pas bon. Je vois que tu lèves le ton. Je vois que il y a des signes qui se manifestent. Tu sais, il y a des formes de la colère de façon plus défensive parce que on n'a pas parlé de la colère
Parce qu'il y a une polarité positive, tu sais, puis je veux qu'on en parle. Absolument. Il y a comme tout le côté défensif de la colère, mais il y a tout un côté qui est positif qui fait qui est aussi importante, tu sais. Fait que c'est ça, c'est de, tu sais, le pas de recul en est un, d'être capable dans le pas de recul, pas juste de dire je vais aller fumer une cigarette, je vais aller prendre une marche, faire du jogging, puis je vais revenir, puis ça va s'être estompé, tu sais. Mais il y a un processus tranquillement à mettre en place, c'est-à-dire prendre conscience du déclencheur. Qu'est-ce qui a déclenché cette conversation-là? Ou qu'est-ce qui a fait que j'ai eu ça, tu sais? Prendre conscience de ces mécanismes de défense, dire OK, mais là, j'ai fait telle affaire. Quand je parle de ça, c'est plus sensible. Puis après ça, ben, de s'amener à, tu sais, si on a blessé, d'avoir la capacité de réparer aussi, tu sais. Donc, de prendre conscience, de pas de recul, puis de prendre ce moment pour s'introspecter. C'est super important. Tu sais. Puis définir ses zones sensibles aussi en relation avec les autres. Choisir son environnement. Tu sais, moi, si d'aller chez mon beau-frère, à chaque fois, il est sous puis ça me met en colère, mais je vais arrêter d'aller chez mon beau-frère. Je vais me choisir un environnement qui est plus sain. Tu sais. Puis c'est ça. Ouais, j'aime beaucoup. En fait, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est toute l'importance de récupérer mon propre pouvoir. Tu sais. Donc, à partir de là, si je me conscientise sur c'est quoi mes zones de sensibilité, mes zones de vulnérabilité par rapport à la colère, puis un coup que je suis déclenché, mais je prends la responsabilité de ça, même si j'ai l'impression que c'est à cause de l'autre, entre guillemets, j'en prends la responsabilité parce que ce qui va sortir de moi, ce n'est pas la faute de l'autre, ça va être ma responsabilité. Aller prendre une marche. Et j'ai beaucoup aimé quand tu dis, Normand, c'est pas juste aller marcher pour aller marcher, mais être capable de prendre du recul puis de voir que l'autre, ce n'est qu'un déclencheur, entre guillemets, puis qu'il s'est joué quelque chose à l'intérieur de moi. Et c'est ce qui fait que je suis dans cet état-là aujourd'hui. Oui, tout à fait. On parle beaucoup du côté négatif de la colère, puis tu m'as ouvert la porte il y a quelques instants, mais j'avais pris cette question-là en note. Parce que comme n'importe quelle émotion, c'est pas juste blanc ou noir. Je veux dire, c'est pas juste négatif ou positif. La joie n'est pas juste positive. Tu sais, je veux dire, l'excitation. Donc, chaque émotion a un dégradé de nuances et c'est la même chose pour la colère. Si tu nous parlais de ce que ça amène de positif ou du côté positif de cette émotion-là. Ben, tu sais, c'est ce que j'ai trouvé, c'est ce qui m'a permis d'apprendre à travailler avec la colère. Tu sais. C'est ce qui m'a permis de vouloir amener mes clients justement à. Puis ça me touche de dire ça, tu sais. Tu sais, ça me touche de dire ça parce que les clients, tu sais, les clients que j'ai dans mon bureau, c'est souvent les clients qui sont allés trop loin, qui ont eu des conséquences graves sur leur vie, puis qui sont dans mon bureau parce qu'ils ont une ordonnance de la cour, puis il faut qu'ils suivent une thérapie sur la colère. Tu sais. Mais c'est les conséquences. Quand j'apprends à mes clients la polarité positive de la colère, je leur montre, OK, là, les conséquences de mal gérer la colère, je n'ai pas besoin de te les montrer, tu les connais. Maintenant, on va essayer de récupérer du pouvoir. Puis, tu as parlé de responsabilité. J'ai beaucoup aimé ça parce que, tu sais, effectivement, c'est ce que j'apprends à mes clients. Je leur dis souvent, tu sais, je vais t'apprendre une bonne nouvelle puis une mauvaise nouvelle. Là, ils sont là, ah oui, OK, c'est quoi? Ben, la mauvaise nouvelle, c'est que tu ne pourras pas changer l'extérieur. Tu ne pourras pas changer ce qui te déclenche. Les personnes ont le droit d'être ce qu'ils sont. Mais c'est à partir du moment où tu vas récupérer ta responsabilité puis tu vas récupérer du pouvoir sur toi, puis je vais te donner des outils, ben c'est à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir t'affirmer avec respect. Récupérer une partie de la polarité constructrice de la colère, puis entre autres le pouvoir de s'affirmer avec respect. Ça, c'est une de la belle polarité de la colère. Tu sais, c'est d'être capable de. Parce que, tu sais,
Je te dirais qu'il y a 4 formes de colère. J'identifierais ça comme ça. Tu as la colère reliée à l'envahissement du territoire. Tu sais, d'être capable de. Tu sais, quand tu fais une introspection, ça va prendre une marche. Tu dis, OK, qu'est-ce qui m'a déclenché? Mais souvent, c'est relié à ça. Mm-hmm. La frustration des besoins, Mm-hmm. l'envahissement du territoire. Là, il y a la colère tournée contre soi, la colère tournée contre les autres. Mm-hmm. La colère tournée contre les autres, on va trouver ça souvent dans le pattern bourreau-victime, dans le blâme, le reproche, la critique. Tu sais, quand on se voit tomber là-dedans, là, ben il y a quelque chose qui se passe pour nous autres. Mm-hmm. Tu sais? Puis la colère tournée contre soi, mais c'est tout le rapport à la fuite, l'autodestruction, bon, tout ce qu'on se fait, on se juge, on vit la colère contre nous autres. Là. Ouais. Puis l'envahissement du territoire, ben, tu sais, je vois ça fréquemment dans mon bureau. Mm-hmm. Des gens qui se laissent envahir. Tu sais, je dis souvent à la farce, savais-tu que des envahisseurs, ça existait pas? Ah non? Non, il y a juste des gens qui se laissent envahir. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ça réveille une colère d'être envahi. Tu sais, dans ces temps de confinement, je peux te dire qu'il y a beaucoup d'envahissement parce qu'il y a beaucoup de proximité dans les foyers et tout ça, tu sais. Puis l'autre déclencheur, mais c'est la frustration reliée aux besoins. Mm-hmm. Fait que tu vois-tu où je m'en vais, tu sais, Ouais. quand tu es capable d'identifier dans ton pas de recul ou dans ton introspection cet espace où tu es capable de dire, bon, mais écoute, là, je vois que la colère, elle te parle, elle nous envoie des messages importants. Tu sais, c'est d'être à l'écoute puis de se dire, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, tu sais? J'ai-tu un besoin qui est frustré? J'ai-tu une frustration par rapport à un besoin? Ça déclenche une souffrance. Qu'est-ce qu'il faut que je m'occupe en relation avec l'autre? Tu sais? Puis de façon responsable, ben, d'être capable de dire à l'autre nos malaises. Je dis tout le temps, c'est facile de dire à l'autre je t'aime, t'es beau, t'es belle. Mais tu sais, ça va nous amener dans un espace de vulnérabilité, de montrer que là, c'est pas le fun ce que j'ai à te dire. J'ai pas aimé le moment tantôt qui est arrivé, d'exprimer nos malaises en relation. Donc, tu sais, c'est ça, c'est l'affirmation de soi. C'est ça, c'est le premier outil que je montre à mes clients, c'est le besoin de s'affirmer, le besoin de se respecter comme personne, tu sais. C'est tout en lien avec les besoins relationnels. Absolument. Absolument. Écoute, on se rejoint là-dessus. Souvent, avec les gens que j'accompagne, je vais parler de frontières, de l'importance de nos frontières. Et l'analogie que je prends, c'est que si quelqu'un veut venir passer du temps au Canada, il a besoin d'un visa ou il a besoin d'un passeport. Bref, il y a une frontière autour du Canada, puis cette frontière-là délimite le territoire physique, mais aussi délimite les comportements, les valeurs, un ensemble de règles, entre guillemets, qui se doivent d'être respectées. Et c'est effectivement quelque chose que je croise très souvent, quelqu'un qui a l'impression de se faire envahir ou a l'impression d'être victime de quelque chose quand dans la réalité, le silence a permis à l'autre de décoder juste comment il pouvait continuer à le traiter finalement ou à la traiter. Tout à fait. On associe souvent, en tout cas l'impression que j'ai, c'est que la colère est associée à l'homme et pas à la femme. Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment ça se déroule dans ta pratique? Je comprends que tu n'as pas fait une étude scientifique sur 500 sujets hommes-femmes, là, mais comment ça se passe pour toi dans ton environnement? Qu'est-ce que tu en connais par rapport à la différence entre la colère chez l'homme et la colère chez la femme? Ben, tu sais, premièrement, on a commencé notre conversation ensemble en disant que la colère, c'était une émotion qui était mal aimée, c'est une émotion qui était jugée, qui peut être porteur de honte. Donc, tu sais, c'est comme... c'est plus facile de dire, quand on voit quelqu'un, une femme qui lève le ton, c'est pas interprété de la même façon que si un homme lève le ton. Tu sais, je te dirais que 80% de ma clientèle, ce sont des hommes. Mm-hmm.
Puis, tu sais, il y a des mécanismes qui, intrinsèquement, il y a des mécanismes que les hommes portent. Je crois fondamentalement à ça. Dans notre façon notre mécanisme de se protéger, nos mécanismes de défense font en sorte, majoritairement, qu'on va avoir tendance plus à refouler nos émotions, à avoir une difficulté à les nommer, à mettre des mots sur nos émotions. Contrairement aux femmes, il y a comme quelque chose de plus naturel au niveau des émotions, de la capacité de nommer leurs émotions. Moi, je le vois dans ma pratique. Les hommes, je ne sais pas comment le dire, puis je suis tout le temps pris avec ça, puis à un moment donné, j'explose, puis, donc, oui, effectivement, c'est plus jugé de la part des femmes. Il y a plus de honte, je te dirais, par rapport aux femmes. Ils vivent plus de honte par rapport à dire, le fait qu'ils ont été agressifs ou violents. Puis, je le vois que les clients, souvent, ils vont aimer mieux des thérapies individuelles en gestion de la colère, des thérapies de groupe, par rapport à la honte qu'ils vivent de se dévoiler dans cet espace-là, qui n'est pas facile de se dénoncer dans des conséquences souvent peut-être pas dramatiques, mais sur les enfants ou peu importe, là, des gestes qu'ils ont posés, mais donc c'est plus facile pour eux de se dévoiler, de se dénoncer en thérapie individuelle, mais beaucoup plus d'hommes, pour répondre à ta question, c'est beaucoup plus fréquent chez les hommes par rapport à ça. Probablement intrinsèquement dans notre capacité de nommer nos émotions, tout ça, je dirais. J'ai envie, Normand, de faire un petit bout sur, on a parlé de la colère, puis qu'est-ce que je peux faire si je vis de la colère, puis que j'ai tendance à vivre la pulsion, ou en tout cas, ou encore d'aller dans un geste de violence. Si je côtoie quelqu'un qui... si je côtoie quelqu'un qui parle ouvertement de sa colère, moi, je pense que c'est hyper sain, là, tant mieux, surtout s'il le fait d'une façon bienveillante et pour lui et pour moi. Mais admettons que je suis en contact, Normand, avec quelqu'un qui laisse sa colère se transformer en violence, en comportement agressif, agressant. Qu'est-ce que tu me proposerais si moi, je vivais ça ou quelqu'un qui nous écoute? Ben, c'est inacceptable. C'est inacceptable de tolérer que quelqu'un peut être agressif avec nous ou violent. C'est la capacité de mettre des limites. C'est la capacité de dénoncer. C'est la capacité de... moi, je gère la colère. J'ai une approche, je vais te parler un peu de mon approche. J'ai une approche non directive. Au crâne, c'est ce qu'on apprend. Là. Une approche qui est non directive. Donc, à partir de ce que le client nous dit, tout ça. Mais quand je travaille en gestion de l'agressivité, j'ai une approche qui est semi-directive. J'ai besoin d'être directif avec les gens dans le sens que je ne peux pas laisser passer quelqu'un qui pose des gestes qui a des conséquences graves sur des autres, de ne pas lui montrer sa responsabilité. Donc, c'est important de dénoncer, c'est important d'appeler un chat, de savoir ce qui est violent, de savoir ce qui est agressif. C'est pour ça que je mets beaucoup d'emphase au début pour montrer les différenciations. Ça, c'est de la colère parce que les gens mêlent tout ça ensemble, puis c'est banalisé souvent. Je vais faire un peu un parallèle avec parce que la violence conjugale, c'est ça un peu. Hein. C'est de la dominance, c'est des patterns relationnels de dominance. Donc, de la prise de pouvoir, c'est beaucoup de la prise de pouvoir quand une personne est agressive sur quelqu'un d'autre, il cherche à écraser. Mais tu sais, c'est comme un chat dans un coin, il a aussi peur que toi. Là. C'est juste que lui, sa façon de l'exprimer, c'est dans l'agressivité et la violence. Il cherche à prendre du pouvoir sur toi. C'est une attitude de pouvoir. La personne qui est agressive et violente, c'est juste
elle veut t'écraser puis prendre du pouvoir. C'est le moyen qu'elle, elle connaît. C'est le moyen probablement qu'elle a vu. Ça aussi, je vois ça. C'est important de dénoncer. C'est important de poser des limites claires avec des conséquences, puis de ne pas se lâcher par rapport aux conséquences. Moi, ce que je vois, c'est ça. Pas, là, ça me fait, quand tu fais ci, oui, de nommer le vécu, ce que ça te fait vivre, mais de dénoncer dans le sens que là, tu as brisé la manette, c'est violent. Tu as garoché la chaise, c'est violent. J'accepterai pas que tu poses des gestes violents. Si tu poses ce geste violent-là encore, il y aura telle conséquence. Puis naturellement, le plus dur, c'est de ne pas se lâcher des conséquences. Exact. Parce que souvent, on dit, ben là, je vais m'en aller, mais bon, on connaît la suite, mais c'est important de se protéger. C'est trop facile de se cacher en arrêt de « j'ai vu noir, j'ai perdu le contrôle ». J'ai la croyance, Normand, puis je te parle de ma propre expérience. Moi, j'ai vécu la violence conjugale. Je me suis fait taper dessus. Puis, pour moi, d'être un homme qui fait du coaching avec une spécialisation en communication, puis là, je te parle de communication non violente, etc., et non pas de communication en affaires. C'était difficile pour moi de me tourner puis d'aller chercher de l'aide. Et quand j'ai commencé l'accompagnement, j'ai pris conscience que la première fois, j'avais été victime de violence. Puis que les fois suivantes, je n'étais plus vraiment une victime. J'avais choisi de ne pas installer un cadre sécuritaire pour moi. J'avais choisi de ne pas faire ce que tu exprimais il y a quelques secondes, c'est-à-dire placer des limites, placer un cadre, nommer. Et moi, j'avais l'impression, ben, tu sais, je suis un homme, fait que j'imagine que c'est peut-être différent pour la femme, mais j'avais l'impression il pouvait rien m'arriver, que c'était pas si grave que ça. Mais pour avoir accompagné des femmes qui ont vécu ça, il y a des moments où la peur qui nous habite est tellement grande que c'est la paralysie totale. Ouais. Et que là, à partir de là, je peux comprendre ces hommes, ces femmes qui ont peur de dire « j'installe une limite ». Si j'étais dans cet espace-là où j'ai peur, Normand, d'installer une limite, j'ai peur de dire à l'autre « voici, j'observe que tu lances la chaise, j'observe que tu lances la manette de télévision, puis ça, c'est de la violence. » Si c'est difficile pour moi de faire ça, c'est quoi les autres moyens qui me restent? D'être accompagné. D'être accompagné de différentes ressources, mais de surtout pas s'isoler. De surtout pas s'isoler, parce que le mécanisme de défense premier qui se met en place, c'est la banalisation, les gens ont tendance à s'isoler, de ne pas en parler justement parce que, tu sais, je dis tout le temps la peur, parce que la peur devient plus grande que le besoin de liberté, tu sais. Puis je ne veux pas passer sous silence ce que tu m'as dit parce que ça m'a touché de savoir que tu as vécu de la violence conjugale, tu sais. Tu sais, j'ai perdu ça quand j'ai commencé le fil, j'ai perdu ça un peu, mais tu sais, moi aussi, j'ai été victime de violence conjugale dans une relation toxique dans laquelle j'ai été pendant 10 ans, tu sais. Puis ça m'a pris du temps avant de réaliser que je vivais de la violence, tu sais. Parce que mon intégrité physique était menacée. Tu sais, moi, elle me garochait des assiettes. Mon ex-conjointe, elle me garochait des assiettes, elle me garochait des affaires. Moi, je banalisais, je voyais pas ça comme de la violence, tu sais. Puis souvent, les gens, je vais entendre ouais, mais c'est arrivé rien qu'une fois. Tu sais, c'est soit qu'ils réalisent pas, qu'ils banalisent, mais quand la peur est plus grande que le besoin, tu sais,
je peux comprendre, tu sais, que ça paralyse, parce que les peurs, ça paralyse. Mm-hmm. Mais le besoin de liberté, il a besoin d'être plus grand. Puis souvent, on a besoin de tendre la main pour être accompagné, pour tendre vers ce besoin de liberté-là. Tu sais. On n'est souvent pas capable de le faire tout seul. Fait que le bout, parce que c'est un bout qu'il y a à faire. Tu sais. Tu sais, il y a comme. Tu sais, c'est tout le temps, je prends l'image de quelqu'un qui est dans le fond d'un trou, puis il y a quelqu'un qui te tend la main, mais tu as tellement peur juste de penser que tu vas tendre la main, il va t'arriver quelque chose. Mm-hmm. Mais c'est de tendre la main qui va faire que tu vas t'en sortir. Tu sais. Puis c'est cette distance-là qui fait qui va faire la différence entre la peur et le besoin. Tu sais, moi, puis j'ai une image, c'est drôle que tu me parles de ça, j'ai une image mentale. Puis à chaque fois que j'ai peur ou je suis paralysé, parce que ça m'arrive encore d'être paralysé, à chaque fois que j'ai peur et je suis paralysé, je vais prendre cette image mentale-là. C'est comme je prends ma peur d'une main, puis je prends mon besoin de l'autre, Mm-hmm. puis j'avance avec les deux. Tu sais, je dis tout le temps, tu sais, ce qu'on porte puis ce qu'on est, c'est pas important. C'est ce qu'on fait avec qui est important. Tu sais, puis ça me rend tellement sensible parce que je sais que c'est ce qui maintient des gens dans des conditions de violence. J'en reçois dans mon bureau, tout ça, puis ça va trop loin, tu sais. Mais de ne pas rester dans l'isolement, de ne pas banaliser ce qui est là, de prendre conscience, puis de vraiment aller chercher de l'aide, tu sais. D'être accompagné, c'est la meilleure chose. Puis de respecter son rythme, d'accepter, tu sais, d'accepter, tu sais, il y a une partie d'acceptation, tu sais. Tu sais, prendre conscience que je vis ça peut faire comme, hey, moi, je me souviens, mon thérapeute, quand il m'a dit, tu sais, Normand, c'est de la violence que tu vis. Hey, si moi, tu m'aurais donné un coup de poing sur la gueule, je te dis, Justin, ça aurait fait moins mal. Moi, un gars, Mm-hmm. je subis ça d'une femme. Je me disais, voyons donc. Tu sais, fait que ça peut. Fait que, tu sais, il y a une phase d'acceptation. Mm-hmm. Puis après ça, ben là, dans l'acceptation, tu acceptes de rester là, puis de subir, puis tu acceptes de passer à l'action. Puis là, ben, c'est la phase de responsabilité. Qu'est-ce que je fais pour me responsabiliser, pour passer à l'action, puis de sortir de là? Mm-hmm. Mais je peux être sensible au fait que ça peut paralyser, tu sais, quand on est pris dans un milieu comme ça, tu sais. Oui, tout à fait. Je vois le temps qui avance. Normalement, il me semble que j'aurais jasé pour encore Moi aussi. 2 heures avec toi. Le titre du podcast, c'est Courageusement humain. Et systématiquement, je pose cette question-là parce que j'ai des pépites d'or, des réponses incroyables. Si je te demandais, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être courageusement humain, en faisant aussi le lien avec le travail que tu fais puis la démarche que tu poursuis, qu'est-ce que tu nous répondrais? Ben, tu sais, c'est pour moi le premier. Tu sais, quand tu as donné ça, le premier mot qui monte, c'est passage à l'action. Mm. Tu sais, c'est le passage à l'action. Tu sais, c'est passage à l'action, humilité, tu sais, sensibilité, vulnérabilité. Tu sais, quand tu me dis humain, tu me nommes du courage humain, ces mots-là, pour moi, résonnent en moi. Ça résonne sensibilité, vulnérabilité, tu sais. Mm-hmm. Je serais pas l'homme que je suis aujourd'hui si j'aurais pas donné accès aux autres à ma vulnérabilité, ma sensibilité d'homme. Tu sais. Mm-hmm. Pour moi, c'est de passer à l'action, justement de faire avec mes peurs, de me montrer vulnérable. Tu sais, je crois beaucoup au travail sur soi. Tu sais. La meilleure connaissance de soi, tu sais, c'est pour moi, tu sais, on est des belles bébites. Ouais. Des fois un peu compliqué, mais on est des belles bébites, les humains. T'sais. Fait que d'avoir le courage de se regarder, puis d'avoir le courage d'être accompagné, puis d'avoir le courage de se montrer dans cette vulnérabilité, de sensibilité-là. Moi,
pour moi, ça a été gagnant pour moi jusqu'à maintenant. Depuis que j'ai fait le choix de vivre plus de liberté en relation, il y a un prix à payer parfois. Mais mon besoin de liberté aujourd'hui devient plus grand que ma peur de perdre. Fait que, il y a une liberté que j'atteins en relation qui est riche. Puis les gens qui s'entourent de moi, puis ce que j'attire, ma capacité d'attraction, ben, c'est vraiment des gens qui me ressemblent. Je crois beaucoup en ça. Ouais, génial. Merci. Merci infiniment pour le temps qu'on a passé ensemble. Puis j'ai envie de te reconnaître, Normand, parce que quand on connaît la carrière avant l'arrivée du thérapeute, il n'y a pas grand-chose qui laissait croire dans cet environnement professionnel-là qu'un jour, tu pourrais te donner l'espace d'être vulnérable et sensible. Je trouve ça tellement beau. Je trouve ça beau de voir comment non seulement comment tu en parles, mais aussi comment tu le portes et comment tu te laisses toucher par cette beauté humaine. Bravo pour ça. Bravo, je trouve ça vraiment génial. Et puis, juste avant qu'on se quitte, si les gens avaient envie d'échanger avec toi, si les gens avaient des questions additionnelles ou s'ils avaient envie d'être accompagnés dans leur démarche, de quelle façon ils peuvent te rejoindre? Ben écoute, ils peuvent me rejoindre sur mon site internet, normandfaubert.tra.com. Toutes les informations se trouvent là. Mes événements, conférences, mes coordonnées sont là. Des fois, les gens veulent... je parle avec des gens, juste discuter avec moi sans prendre un rendez-vous, que ce soit qu'il y a déboursé des sous, mais des fois, juste parler un peu avec moi, voir, écoute, est-ce que tu es la bonne ressource ou tout ça, tu sais. Page Facebook, j'ai ma page professionnelle Facebook, thérapeute en Normand Faubert, thérapeute en relation d'aide. Puis, c'est ça, sur mon site Internet, il y a pas mal toutes les informations que les gens peuvent retrouver là. Super. Je veux te dire, en terminant, ça m'a beaucoup touché d'avoir ce moment-là avec toi, Ghislain. Puis, je te remercie de m'avoir donné cette opportunité-là de parler aux gens, de parler de cet enjeu-là qui est la colère, que j'espère que ça pourra aider minimalement, si ça peut aider une personne, ben, tant mieux. Ça sera ça. Ouais, ça m'a vraiment touché. Puis apprendre à mieux te connaître aussi, je trouve ça le fun. Merci beaucoup. Merci à toi, puis au plaisir de se reparler. Ça marche, merci. Ciao. Ciao.